Merci d'être là donc pour cette avant-dernière séance du séminaire de cette année de l'école du réel sur la question de la perversion. Donc huitième séance sur les neuf, toujours sur ce triptyque que j'ai intitulé Jouissance versus désir, donc deuxième volet de ce triptyque, et intitulé Les non-dupes sont entrés dans Paris. Pour ceux qui ont un certain âge, ils se souviennent de cette chanson chantée par Serge Reggiani et qui fut créée dans les années, début des années 60, quelques mois avant d'ailleurs mai 68. Mais cette chanson elle-même faisait référence à l'entrée des Allemands, des nazis à Paris et d'un certain effondrement de la société française. C'était les loups sont entrés dans Paris, la chanson, hein. Les loups, c'était bien sûr l'armée, la Wehrmacht, l'armée allemande nazifiée. Donc c'est intitulé ceci, les non-dupes sont entrés dans Paris. Ils ravagent la culture en voulant de nous que nous véhiculions partout de nous-mêmes une image lisse, muette, idéale. Ils s'attaquent pour notre bien à toute possible place de sujet qui ne l'est déjà plus qu'en pointillé, comme si elle était déjà presque effacée. Ils paraissent souhaiter de nous que notre fonctionnement de par-l'être témoigne d'une parole qui ne dit plus rien, ou d'une parole qui ne puisse plus jamais faire acte. Ils disent néanmoins nous libérer de l'irréductible tourment du désir en nous offrant la possibilité de donner libre cours à la jouissance. Faut-il avec eux nous noyer dans la recherche de la jouissance immédiate, tout en n'étant plus jamais contraints de payer le prix de notre désir? Ils ne veulent plus que ce soit l'identité spécifique de notre désir qui impose notre choix d'objet. À l'inverse, ils veulent que ce soit l'esthétisante promotion médiatique qui montre que c'est beau, donc que c'est bon, qui nous impose notre objet. Seulement identifiable cet objet par la marque du produit auquel il se réduit ou la vedette qu'il a adoptée. Nous devenons concrètement des consommateurs abstraits qui doivent s'adapter aux offres d'un objet toujours disponible, lequel a la tâche désormais de nous subjectiver. La perte de l'objet, jadis, était notre réel. Elle forait un trou à partir duquel un désir, toujours énigmatique, pouvait naître et nous ébranler vers l'avenir, en deux mots, l'avenir d'un objet inconnu. Aujourd'hui, l'objet nous est connu. Plus, plus, il nous est offert sous le prétexte d'un supposé besoin de jouissance. Dis-moi quel est ton objet de jouissance, je te dirai qui tu es. Là où le sujet se cherchait et se trouvait en partant à la quête de l'objet du désir, aujourd'hui c'est l'objet de jouissance qui vient à lui et le définit conséquemment comme sujet. Sauf que ce n'est plus le même objet. Mais voilà, il y a un empêcheur de jouer en rond. Il a encore pour nom, mais jusqu'à quand, la psychanalyse. C'est la raison pour laquelle, in fine, c'est bien à travers tout cela, la psychanalyse, qui est visée. Mais alors, les non-dupes ne s'arrêteront-ils là concernant, car prononcer un délinda est.
Elle doit être dissoute, détruite. Vous connaissez cette phrase, Carthago delenda est, il faut détruire Carthage. C'était au moment de la Troisième Guerre punique. C'est Caton, l'écrivain et sénateur Caton l'Ancien, qui prononce tout le temps cette phrase. Dans tous ses textes, il prononce au début et à la fin toujours cette phrase Carthago delenda est. Voilà. Ça a été aussi repris au moment de la dissolution de l'école freudienne de Paris et ça a donné lieu même à une revue qui s'appelait donc Delinda, auquel j'ai un petit peu participé personnellement. À ne pas se préoccuper plus que de ça, de son désir, à être au contraire fasciné par le son des sirènes les plus branchées, incroyablement tendance, qui lui susurrent quotidiennement dans le cornet ou l'époustoufle de paillettes jetées droit dans ses mirettes, et ce à tous les coins de rue. Jouis, jouis, jouis mon petit, jouis ma petite, jouis sans t'arrêter et surtout ne te retourne pas. L'humain de l'homme prend le risque alors de se dissoudre dans une renaturalisation artefactuelle de la culture, où l'objet du besoin, seul admis au temple de la jouissance, aura remplacé l'objet du désir, relégué, lui, au magasin des accessoires pour handicapés de la glande. On est déjà très loin d'un propos tel que celui qui va suivre, articulé par Jacques Lacan dans son texte L'agressivité en psychanalyse. L'agressivité en psychanalyse, vous le trouverez dans les écrits au seuil, donc page 124. Dans son texte L'agressivité en psychanalyse, sous-titré Rapport théorique présenté au 11e congrès des psychanalystes de langue française, réuni à Bruxelles à la mi-mai 1948, où l'être de l'homme n'était encore, si l'on peut dire, que déchiré. Déchiré, c'est le mot de Lacan. Je cite, chez l'homme affranchi, affranchi entre guillemets, dans le texte, chez l'homme affranchi de la société moderne, voici que ce déchirement révèle jusqu'au fond de l'être sa formidable lézarde. C'est la névrose d'autopunition, avec les symptômes hystérico-hypochondriaques de ses inhibitions fonctionnelles, avec les formes psychasthéniques de ses déréalisations de l'autrui et du monde, avec ses séquences sociales d'échecs et de crimes. C'est cette victime émouvante, évadée d'ailleurs irresponsable en rupture de banc, qui voue l'homme moderne à la plus formidable galère sociale, que nous recueillons quand elle vient à nous. C'est à cet être de néant que notre tâche quotidienne est d'ouvrir à nouveau la voie de son sens dans une fraternité discrète à la mesure de laquelle nous sommes toujours inégaux. Voilà comment Lacan parlait à ce moment-là. Telle était alors la tâche du psychanalyste face aux névrosés de cette époque, révolue, vous l'aurez compris, amenant le sujet à s'occuper de son désir pour qu'une jouissance, la sienne, devienne possible, mais une jouissance qui ne soit pas sans le désir. Une jouissance, on peut l'écrire ainsi, passant, du verbe passer, passant, participe présent de passer, passant le désir. Une jouissance, lieu de passage du dit désir. Nous ne sommes plus aujourd'hui, 76 ans plus tard, dans le même monde. La culture, la civilisation qui se construit sous nos yeux, se veut celle d'un monde où la jouissance enfin s'autonomiserait, se libérerait définitivement, irréversiblement de préférence, du désir. À tout le moins, elle le croit, le promeut, veut l'imposer. Enfin, se débarrasser de cet emmerdeur, excusez le mot, de cet emmerdeur de point le désir. Nous aurons affaire ce soir à deux logiques. Celle d'un monde normal, entre guillemets, c'est-à-dire névrotique freudien, avec le pacte
j'insiste, le pacte, comme lien social et qui réfère à la parole. Celle d'un monde néo-formé, c'est-à-dire pervers post-lacanien, avec le contrat, j'insiste, le contrat, comme lien social et qui réfère, lui, à l'écrit. La défaite provisoire ou définitive de la pensée marxienne, Karl Marx, la pensée marxienne, marxiste ou marxisante, et la victoire provisoire ou définitive, ici peu nous chaud, de la pensée du libéralisme économique triomphant, ouvre une voie royale à la logique perverse du contrat. Jadis, l'échange était un pacte. Le pacte était tout particulièrement un pacte de solidarité, comme l'a si bien décrit et analysé le sociologue et ethnologue français Marcel Mauss, 1873-1950. Mauss, vous savez, c'est le père de la sociologie. Mauss est celui qui rendit clairement compte de ce qu'était le phénomène social dans sa totalité. Dans son essai sur le don, il montra l'importance du don comme origine de l'échange. Aujourd'hui domine le contrat. La différence? Eh bien, le contrat, c'est quelque chose qui n'est plus organisé sur la solidarité des partenaires, mais au contraire sur leurs conflits, leur concurrence, leur trahison, leurs coups bas, leurs astuces, leurs ruses, le talent de leurs avocats. En conséquence de quoi, l'on assiste à une véritable mutation du rapport au semblable. Cette mutation brise toute solidarité au profit de la concurrence et surtout de l'agressivité qui se développe à outrance. Celle-ci, d'ailleurs, ne peut qu'amener, évidemment, dans cette nouvelle donne, les perdants et les laissés pour compte à réagir violemment dans des actions sanglantes et terroristes, cherchant ainsi à remettre en place et à revivifier des solidarités ancestrales. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que l'identité? Autrefois, l'identité était organisée à partir d'une reconnaissance de soi par l'autre, à écrire avec un grand A, c'est-à-dire par une figure autre que le semblable, différente du semblable. Cette figure représentait une altérité radicale, l'autre, grand A, comme l'écrit Lacan, l'autre. L'identité se faisait nécessairement par des traits spécifiques à haute valeur éthique très marqués. L'honneur, la dignité, le courage, le sacrifice, le don de soi. L'exemple princeps en fut le chevalier. Au XIXe siècle, tout change. Le chevalier laisse la place, non sans heurts, à une nouvelle figure du décollage économique et donc de l'essor du capitalisme, le financier. Ce qui va valoir alors comme reconnaissance de soi pour le capitaliste et par extension pour tout un chacun plongé nolens volens dans ce régime, c'est l'accumulation du capital. Cette reconnaissance, vous l'aurez remarqué, ne doit se faire que par l'autre, écrit ici avec un petit a. L'autre est ici le semblable. Étant celle du semblable, elle est aussitôt fragile, temporaire, sujette à caution, de plus en plus incertaine et susceptible donc d'annulation à tout moment. La logique de cette nouvelle reconnaissance est ainsi implacable. Comme elle n'est jamais suffisante, car reposant sur un capital relatif, toujours en mouvement, et un capitaliste à qui on ne peut accorder sans méfiance sa confiance, la logique est une fuite constante en avant, un besoin d'accroître sans cesse le capital, sans aucune limite à cet effort. Alors que, songez-y, la reconnaissance
selon l'Ancien Régime, elle était acquise une fois pour toutes, ou presque. À partir du moment où vous vous étiez fait reconnaître par un certain nombre de vos qualités, votre admission à un certain statut était non seulement admis, mais définitif. Le sujet du capitalisme d'aujourd'hui, le sujet libéral, si vous voulez l'appeler comme cela, par exemple, c'est un sujet qui court sans cesse après cette reconnaissance. Il est de plus gravement exposé à tous les aléas du devenir propre de l'économie. Il risque donc à tout moment d'être ruiné, de se retrouver en prison. En un mot, de disparaître. Car, comme on le constate, le libéralisme économique, c'est quelque chose qui tend plutôt à produire des effets de dissolution du lien social, de dissolution delenda est, Carthago delenda est. Donc, deux logiques. Autrement dit, l'une ancienne était fondée sur l'assomption définitive du trait qui lui assurait l'identité, du trait, j'insiste, trait, T-R-A-I-T, du trait qui lui assurait l'identité. L'autre, l'actuel, s'organise par la quête incessante des marques d'une identité fuyante, provisoire, qui ne vaut plus que dans le regard du semblable. Qui plus est, cette identité ne peut plus être validée que par un effet de masse. Je vais fermer la fenêtre parce que ça fait trop de bruit. Qui plus est, donc, cette identité ne peut plus être validée que par un effet de masse, dans un appel déchirant à la reconnaissance publique, de préférence médiatique, qui ne sera de plus, cerise sur le gâteau, jamais acquise définitivement. Il faut savoir que les non-dupes mettent tout en œuvre pour que cette seconde logique prévale. Eux qui ne souhaitent qu'empêcher le sujet d'avoir un quelconque recul sur ce qui lui arrive. Et ils ne veulent qu'une chose, que les manifestations de la jouissance dominent. Elles doivent dominer et le monde, dès lors, ne doit plus être régi par le refoulement, c'est-à-dire par le conflit avec le désir refoulé. Ainsi, ils travaillent pour que la participation à la vie en société, ce que l'on appelle le lien social, ne passe plus par le partage d'un refoulement collectif, illustré par les us et coutumes de la culture, mais tout au contraire, ils œuvrent pour que ce que tout un chacun se rallie à une sorte de fête permanente où chaque sujet doit se trouver convié. Il leur faut alors faire tout pour maintenir le sujet dans une course sans fin à la jouissance. Condamné à une perpétuelle jeunesse, comme une jouissance à lui imposée, le dit sujet finit quand même par ne pas aller très bien. Il ne se porte pas bien du tout. Il est plutôt d'ailleurs porté, car cette jouissance à lui imposée n'est plus régulée à partir d'un lieu autre, grand A, mais d'un semblable au miroir. Le sujet est alors progressivement poussé en plein désarroi, car en ce régime, il manque de repères. Le sujet souffre, ce qui se cerne et se traduit par une fatigue quotidienne croissante et incessante à tout âge, et une anxiété qui tend progressivement à se généraliser. Le sujet entre bientôt dans une véritable angoisse qui l'étreint et où son désir lui apparaît dans une parfaite confusion avec sa jouissance. Il se demande, mais qu'est-ce qu'on me veut à la fin? Qu'est-ce qu'on me veut à la fin? Va-t-il réagir? Malheureusement, peu de sujets sont enclins ou, a fortiori, avides de préserver leur singularité, à part ceux qui, bien sûr, prennent courageusement le chemin de l'analyse. Il y faut, quoi qu'en pensent les non-dupes détracteurs de la psychanalyse, un certain courage.
là où ces derniers, les détracteurs, n'y voient qu'un aveu de faiblesse, voire de folie. Ou plutôt, il faut un courage certain à cause même aujourd'hui de cela, les non-dupes, les détracteurs. Bien au contraire, le sujet ordinaire, on le voit plutôt se mettre en quête de toutes les identifications collectives au sein desquelles il pourra venir jouissivement se dissoudre comme sujet. Dissoudre, Est. Le soulagement d'être pris en charge, de confier à des organisations religieuses, étatiques, culturelles, politiques, syndicales, psychanalytiques, la direction de son existence est plus d'actualité que jamais. Hélas. L'idéal du libre choix de la démocratie n'engage pas nécessairement du point de vue psychique. N'engage pas du point de vue psychique le sujet vers un état très satisfaisant ou heureux. Car l'aspiration moutonnière de nos contemporains est là, bien là, pour nourrir en nous comme un certain désespoir. Rien à attendre, sinon le pire sans doute. Regardez l'histoire, ne serait-ce que celle du XXe siècle. Elle y suffit largement. Les dictatures sont arrivées légalement au pouvoir. Qui disait, Churchill je crois, qui disait le pouvoir ne se prend pas, il se ramasse. Le pouvoir, ça c'est quand même un grand morceau de la jouissance. La jouissance du pouvoir. Vous en reprendrez bien un peu. Je vous en prie. Non, merci, après vous. En nous promettant un monde sans limite, les non-dupes font la promotion du réel, comme si celui-ci en avait encore besoin. Mais chose plus radicale, d'un réel qui ne serait plus sexuel, d'un réel qui serait pure jouissance, commandement même de cette jouissance, littéralement cette jouissance asexuelle, pure jouissance des organes, pure jouissance organique ou de l'organique, sui generis, une sorte de jouissance idiote ou jouissance de l'idiot comme l'appelait Lacan. Lacan sait, vous le savez, je pense, que le mot idiot littéralement désigne quelque chose d'auto-référé, masturbatoire, sans l'autre, sans le grand autre. Le lien que nous entretenions avec le réel s'en trouve dès lors gravement perturbé, voire compromis. En quoi? En quoi est-il compromis? Traditionnellement, freudiennement et lacaniennement parlant, nous avions trouvé une modalité pour faire lien avec cette dimension infernale du réel. Classiquement, mais encore aujourd'hui, l'inconscient en psychanalyse est polarisé par le sexuel, la question de l'énigme du sexuel qui régit le monde humain et sur lequel celui-ci repose. C'est son noyau dur, le sexuel. Et cette modalité avait jusque-là un nom dans la psychanalyse. On l'appelait la castration. La castration, c'est encore, rassurez-vous pour quelques-uns, toujours valable, une bonne manière de nous concilier avec le réel, une façon de parer à l'effroi qu'il suscite, à lutter contre sa toute-puissance, de ne pas sans cesse subir son traumatisme. Mais si les non-dupes gagnent cette formidable bataille qui semble déjà engagée, par les moyens du scientisme tiré de la science, ou du dogmatisme, fanatisme retrouvé des religions, le réel n'aura plus rien à nous dire, et à nous dire de l'énigme du sexuel, c'est-à-dire, je le répète, sur l'essence même de ce qui fait que le monde humain est humain, et non pas seulement animal ou biologique. Le réel n'aura plus qu'une chose à faire, c'est à nous commander.
Il fonctionnera alors exclusivement sur le mode impératif, tel un impératif catégorique, dans le style bien connu ici, je pense, de ceux d'Emmanuel, non pas le président, de ceux d'Emmanuel Kant, sur lesquels, comme vous savez, repose notre bonne vieille morale des familles, rebaptisée aujourd'hui comme par honte professionnelle, je veux dire une honte qui nous revient par les milieux professionnels de la médecine et de la santé principalement, parce que la honte, même morale, ça vient toujours du corps, d'avoir un corps, qui plus est un corps sexué. Notre bien vieille morale, donc rebaptisée l'éthique. Un coup de badigeon et ça repart. Le sexuel, c'était ce domaine, le sexuel, c'était ce domaine, ce champ où la possibilité était offerte d'y creuser un lieu où le sujet pouvait se mettre à l'abri du réel précisément. Si du réel, les non-dupes s'ingénient à nous retirer le sexuel pour que la jouissance tourne rond, celle-ci risque fort bien de tourner en rond. C'est bien sûr le fameux cercle dit vicieux, voire de tourner court. Et de tourner court environ tout bonnement à quoi? Eh bien, environ tout bonnement à la psychose. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, avec un réel hors sexe, avec un réel qui n'a plus d'autre voie, VOIE et VOIX, que de se faire l'impératif de la jouissance en disant au sujet jouit, nous sommes toutes voiles dehors entrés dans un dispositif parfaitement psychotique où tout ce qui émane du réel n'intervient qu'au titre d'un commandement. Quel est le grand trait, le trait principal du monde psychotique, sinon celui-ci? Des éléments littéraux, des éléments signifiants donc, viennent à prendre place dans le réel. Ils ont largué les amarres, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus corrélés à l'interdit sexuel. Autrement dit, ils ne sont plus, oui, à l'interdit sexuel, à ce donc qui peut venir les sexualiser. En conséquence de quoi, ils ne peuvent plus faire retour en formant support à une relance de la question sexuelle, du sexuel, de la sexualité. Ils sont plombés, décapitonnés, largués dans le réel, en dérive folle et affolante. Qui avait jusque-là cette fonction dans notre société de sexualiser l'impossible, c'est-à-dire le réel? La réponse, c'est le père. Le service inestimable qu'un père peut rendre à ses enfants, c'était de leur faire savoir qu'il y a un impossible. Aujourd'hui, ce père-service ne fonctionne plus. Quels moyens utilisait-il, ce père, pour leur faire savoir l'impossible? L'interdit de l'inceste était ce moyen dans la réalité même. Cette dimension de l'impossible que le père était chargé de faire apercevoir aux enfants, c'était la condition même du désir qu'il mettait alors en place pour ceux-ci. Mais si le sujet était bien trop souvent condamné aux symptômes, à produire du symptôme et à se résoudre à l'échec, le père avait cette fonction de le relever en lui ouvrant la voie lui permettant de cultiver l'impossible. C'est ainsi que je comprends la formule de Lacan proposant de se passer du nom du père à condition de s'en servir. Car cette formule, arrêtons-nous-y un moment, que dit-elle? Elle témoigne de ce qui pourrait être de facto, de fait donc, un progrès subjectif à cet égard. C'est-à-dire, c'est-à-dire que celui-ci, ce progrès, pourrait consister non plus à célébrer le Père, comme il est fait dans la religion, ou même à vouloir simplement, mais radicalement, l'annuler, comme nous le faisons actuellement, et ce depuis quelques décennies quand même, mais même si cela paraît un peu bête à le dire comme ça, ce Père, cela pourrait consister, deux points, à en tenir compte. Car cette prise en compte
qui comporte inéluctablement une mise en place logique de l'impossible. Elle seule, réfléchissez bien, est en mesure d'accomplir le transfert. Et comme l'on prend de moins en moins en compte le père, pour le dire vite, eh bien, il ne faut pas s'étonner outre mesure que le transfert, c'est ce qui se liquide, comme on disait autrefois, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui le plus difficultueusement dans l'analyse notamment. Liquider, accomplir le transfert ne signifie en rien qu'après tout serait permis, mais seulement qu'on pourrait aboutir à une reconnaissance simple, directe, incontournable de ce que sont fondamentalement les lois du langage. C'est en somme ce que veut dire nom du Père chez Lacan, dans le monde humain, à ce titre parfaitement et au sens strict, un monde dénaturé par le dit langage. En deux mots, notre monde n'est plus un monde naturel à cause du langage. Si le Père est aujourd'hui invalidé dans ce nouveau monde des non-dus, au petit pied, des non-dus au petit pied, qui peut le remplacer pour y accomplir ponctuellement, qui peut le remplacer pour accomplir ponctuellement sa fonction défaillante, mais ô combien nécessaire. Seul, à notre sens, et pour le moment, c'est gonflé ce que je vais dire, le psychanalyste a en charge gravement cette fondamentale fonction d'humanisation de l'homme, aujourd'hui défaillante parce qu'attaquée par l'idiotie non dupienne. Le psychanalyste s'y prend comme toujours, il s'y est pris depuis Freud. Il fait exister ce lieu de recel dont nous avons parlé auparavant, ce lieu vide qui va permettre à un sujet d'organiser sa parole. Car sans cette organisation, sa parole reste incohérente, en souffrance. À chaque fois, à chaque cas, nous, les psychanalystes, que constatons-nous? Nous constatons la surprise du sujet. Laquelle? Celle de venir, comme ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Celle de venir comme ça, de venir parler sur un divan à quelqu'un qui, ça c'est fort, ne lui répond pour la plupart du temps, ne répond pas la plupart du temps, et de constater quoi? De constater que cette parole, dont il n'est en somme que le support, se met à s'organiser, pour ainsi dire, toute seule, entre guillemets, toute seule. Ça, croyez-moi, ça stupéfiait un dénommé Lacan, et jusqu'à la fin de sa vie. On voit ça encore en séminaire de Caracas. L'analyste est celui qui peut redessiner un contour du sujet, lui redonner une place. Il en a ce pouvoir de par la position qu'il tient et le temps d'avance qui le caractérise du fait de sa propre analyse. Mais cela est surtout valable pour tout sujet qui aurait déjà spontanément repéré qu'il avait encore une place à occuper ou une potentialité de sujet à réaliser. Malheureusement, nous voyons arriver à nos cabinets des patients pour lesquels cette possible place de sujet ne l'est plus comme en pointillé, voire même comme si elle était déjà presque, voire plus effacée. C'est dans ce cas de figure qui, croyez-moi, se multiplie, que le fonctionnement de ces sujets témoigne d'une parole qui, étrangement, ne dit plus rien, ou d'une parole énoncée par ceux-ci qui ne peut plus jamais faire acte. Je suis, comme vous le voyez, très pessimiste, car l'existence acquise par un sujet, nous le constatons, cherche bien trop souvent ensuite à s'annuler. Être optimiste, ce serait de considérer que l'existence non advenue pour un sujet cherche, elle, irréductiblement à se manifester. Et ainsi qu'il reste toujours en principe une partie du sujet qui, bien qu'étouffée, ou précisément parce qu'étouffée, est en souffrance et qu'il y a donc en celui-ci quelque chose qui demande à exister, c'est-à-dire en nos termes, à devenir sujet. L'inconscient, contrairement à ce que s'imagine le névrosé,
n'est pas une affaire singulière, ni la castration une affaire privée. Lacan l'a énoncé sous cette forme en disant l'inconscient, c'est le social. Ce qui signifie que pour Lacan, les modalités de la castration sont toujours d'ordre collectif. Sinon, comme vous le savez, pas de désir possible en ce monde humain. Car ce que le désir humain, comme on l'a vu, a de paradoxal, tient à ce qu'il est parfaitement tributaire du rejet d'un objet. La singularité du sujet tient à ce refus électif d'un objet quelconque, mais toujours le même. Qui n'a pas observé tel enfant refuser obstinément de manger tel morceau de viande ou tel légume, ou refuser de mettre tel vêtement, toujours le même, à l'opposé des objets bien acceptés et susceptibles de le satisfaire. C'est ici rencontrer un point fixe, organisateur de la subjectivité de l'enfant, qui se résout en cet irréductible surtout pas ça, surtout pas ça. Ainsi, la singularité du sujet est attachée rigoureusement, précisément, à ce refus, et nullement, comme on le croit ordinairement un peu vite du côté de la psychologie dite de l'enfant, à la diversité de ses choix dits personnels. Dès lors, avec cet objet en tant que perdu, le sujet humain ne peut que manquer son être, puisque ce serait à contrario avec celui-ci qui le retrouverait, son être. Cet objet perdu retrouvé étant ce qui pourrait alors assumer la permanence de son être. Ce n'est pas ce qui se passe, et c'est ce qui constitue le monde en tant qu'humain. Le sujet ne persiste alors dans son existence singulière que, je souligne que parce qu'il manque son être. C'est ici, je le rappelle, toute la distinction qui peut se lire déjà dans Freud lorsque celui-ci distingue das Ding, qui est très exactement la chose, cet objet perdu, de die Sache, qui est la chose ordinaire, l'objet courant de satisfaction ordinaire. On sait que Lacan nommera et écrirait quant à lui objet petit a, cet objet perdu, ce das Ding de Freud. Déduisons donc que Lacan fait de cet objet petit a cause de notre désir, comme il dit, un objet qui ne fait pas partie de notre réalité. Il l'appelait aussi, entre autres, l'extime, mais que nous avons à reconnaître comme situé dans le réel. À la question « que suis-je ?» La psychanalyse nous amène à reconnaître que ce qui constitue notre être, c'est précisément cet objet radicalement, irréversiblement perdu qui est hors réalité, conséquence de notre prise dans le langage, et qui sera le mur infranchissable sur lequel viendra sans cesse buter le flux des signifiants, des mots pour le dire simplement, bien qu'un peu vite, en même temps qu'il viendra fonder pour le sujet que vous êtes sa part définitive et secrète, puisque de vous-même ignorée. C'est très précisément ce dispositif que je viens de décrire que vise à détruire ou à tout le moins subvertir la non-duperie ambiante. En procédant comment? En faisant une promotion acharnée pour un hédonisme débridé et sans limite. L'économie psychique proposée par les non-dupes n'est plus celle qui se centrait sur l'objet perdu et ses représentants. Non. Et bien au contraire. Il s'agit d'une nouvelle économie psychique organisée par la présentation d'un objet déclaré dorénavant parfaitement accessible, promettant une jouissance sans fin dans tous les accomplissements les plus divers. Un trait caractéristique de cette nouvelle économie proposée au psychisme, c'est qu'elle est en parfaite harmonie avec l'économie dite de marché du libéralisme à tout crin qui se développe aujourd'hui pour notre plus grand bien et notre avenir sans doute meilleur. Ce qui est proposé pour le sujet, c'est ce qui est proposé pour la société. C'est la même chose. Les idéologies qui sous-tendent les deux mouvements propositionnels sont identiques. Autre trait commun, personne n'est responsable de leur imposition. Chaque idéologie, celle pour le bien jouissif du sujet,
celle pour un avenir meilleur du citoyen consommateur usager, est strictement anonyme. C'est tout à fait frappant. C'est la faute à personne. C'est comme ça. On ne sait plus d'où ça vient. Qui a commencé à dire qu'il fallait que ça soit comme ça et pas autrement. Les deux idéologies n'en font d'ailleurs plus qu'une seule, redoutablement active, sans nécessité d'avoir une voix pour en faire la promotion, sans l'obligation d'y trouver un auteur, sans non plus de révélation d'aucune sorte, ce qu'avaient été beaucoup d'idéologies auparavant, les révélations, une pure logique en marche aujourd'hui. C'est comme ça, disent les noms de service, une logique d'autant plus galopante et efficace qu'elle a décrété qu'il n'y avait plus d'impossible. Avec le monde, avec le développement d'un monde dit virtuel, nous finissons par ne plus très bien savoir où est la différence entre la réalité et la virtualité. Et le réel est devenu pour nous une dimension hautement improbable. Comment je sais que je suis dans le vrai ou représentation? Vieille question, mais aujourd'hui celle-ci prend une toute autre tournure. En effet, avons-nous vraiment les moyens de savoir ce qui est réalité ou virtualité? Jadis, le champ de la réalité, c'était simple à définir. C'était le champ borné par le réel. C'était même ce qui le fondait. Le libéralisme a tout craint au niveau collectif comme au niveau subjectif, nous propose une réalité qui ne soit plus bornée par un réel. Quelles conséquences en attendre? Celle-ci. Je ne sais plus alors si je suis là, comme disent les enfants, pour de bon, ni même si je fais ici quelque chose plutôt que rien. Chacun est fortement incité à devenir cet homme nouveau, qui doit obligatoirement participer à cette société pour laquelle un seul trait identitaire nous est réclamé, participer à la jouissance de l'objet, toujours disponible via Internet, dans une communauté de jouissance, communauté d'un certain style de partage qui exclut toute restriction ou limitation à l'idéologie de jouissance sans limite. Chacun, chacune est impérativement amené à renoncer au réel, réel à partir duquel, jusqu'à aujourd'hui, se creusait un trou avec la perte de l'objet et permettait ainsi d'y trouver, pour chacun, chacune, son trait identitaire dont les référents pouvaient aller se loger dans une langue, chez un ancêtre ou encore au sein d'un idéal. Non, le trait identitaire, les non-dits veulent que nous le trouvions désormais dans l'objet accessible, l'objet de jouissance. Ainsi, il faut savoir que le retour n'est pas loin. C'est celui qui fait que l'humain n'a plus lui-même qu'à s'identifier au dit objet pour exister. Et on le voit jusqu'à l'écœurement, s'exposer lui-même, dans sa vie privée comme sur le marché du travail, à être traité à son tour comme quoi? Eh bien, être traité à son tour comme objet de jouissance, corvéable et jetable à merci après usage. Nous sommes sommés de nous noyer constamment dans la recherche de la jouissance immédiate. L'homme ne fabrique plus sa subjectivité à partir de son désir, il est en quelque sorte fabriqué, formaté en son moi pour s'insérer sans perte dans le circuit de consommation de la jouissance sans limite. Cette sorte d'homme libéral que nous concoctent les non-dupes doit nous assurer du bien fondé de notre jouissance, dans un monde où nous n'aurions plus la nécessité d'être contraints à payer le prix de notre désir. Il s'agit bien là, vous l'aurez compris, d'un monde sans désir où tout doit, je souligne doit, tout doit, où tout doit devenir jouissance. Plus besoin dans ce monde, du sujet parlant, du par-l'être, comme disait Lacan. Seuls les clients, consommateurs, usagers y ont leur place, muette de préférence, sinon à tenir, reproduire, promouvoir le même discours en boucle qui les a fabriqués, un discours qui invalide toute parole un peu subjectivée ou subjectivante. Un discours de marque.
Un discours de marque à la mode y suffit. Saint Chevillon, Saint Dior, Saint LVMH, Saint BMW, priez pour nous. Doit-on se réjouir de cette universalisation dans une mise au diapason des satisfactions jouissantes? Doit-on se réjouir de cette primauté accordée, imposée, enfin, diront certains, au sujet hédoniste dans une communauté organisée par l'individualisme exacerbé et la concurrence de chacun contre tous? En un mot, commençant, le libre cours de la jouissance va-t-il enfin l'emporter sur l'irréductible tourment du désir? Nous verrons la prochaine et dernière fois si et comment cette joyeuse perversité polymorphe que l'on attribuait jadis, freudiennement, qu'aux seuls enfants, peut durer et à quel prix? Doit-on s'attendre, par exemple, ici de nombreux exemples dans l'histoire, à un retour à l'ordre moral et au bâton, qui frapperait d'un même coup, et la jouissance et le désir? Ce n'est pas impossible. Mais pour ceux qui sont avertis précisément par cette expérience et cette discipline appelée depuis Freud psychanalyse, nous verrons quelle voie leur est possible, quelle voie leur est offerte. Il s'agit de la voie qui tenterait de se frayer un passage entre l'ancienne névrose freudienne récurrente et l'irréversible fuite en avant dans l'actuelle perversion généralisée. Mais est-il encore temps? Je vous remercie. J'ai pas gay ce soir, hein. Ah! Ben, je vois Madame Serkin qui parle, mais elle n'a pas de micro. Le micro. Pas de micro, ah, Ah mais c'est non, vrai voilà, voilà. ouais. Vous l'avez. Voilà. Je disais que c'était très, très pessimiste et que peut-être que des solutions plus optimistes viendront dans le séminaire suivant. Mais c'est vrai, Oui, tel que vous décrivez ce cercle infernal de l'incitation à la jouissance, au péril du réel, euh, oui, euh, ça met quand même en évidence que finalement, seul le discours de l'analyste, en fait, seule la psychanalyse, peut venir s'opposer à cette espèce de boucle sans fin où il n'y a pas d'impossible du discours libéral ou du discours capitaliste, si on veut prendre ce mot-là. Il y a pas... Le seul antidote, c'est ça. Après, on a beau le prendre dans tous les sens, la seule façon de remettre l'impossible du réel, c'est ça. Donc, comment effectivement pouvoir faire le poids face à ben, cette dérive qu'on observe là avec cette jouissance à tout crin, impérative, obligatoire, majorée par les réseaux sociaux, qui, avec la démonstration de l'IA en ce moment, où on voit ça partout, où on va finir par être des hybrides. Si on n'y prend pas garde, donc non seulement il n'y aura plus de sujets, mais il y aura peut-être même plus d'humains, donc, enfin d'humains, de vrais humains. Donc c'est vrai que ça pose question. Peut-être quoi être pessimiste, mais il faut peut-être pas jeter l'éponge. ah non, non, je n'ai pas jeté l'éponge, hein, je n'ai pas dit ça. Mais j'espère bien. Ah non, je dis que c'est je dis comme vous que le psychanalyste, actuellement en tous les cas, c'est le seul qui s'oppose à ça. Ah ben oui. Ouais, Voilà. ouais. Et il y a une très jolie, j'ai noté, oui, tout au début, dans les premières minutes, vous parlez de la tâche d'un psychanalyste. Et je trouve que c'est une autre façon de parler de cette magnifique phrase de Lacan, seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir. Et je trouve que ça va pas mal avec le texte, surtout si on parle de seul l'amour de transfert permet à la jouissance du symptôme de condescendre au désir du sujet. Et il y a ce verbe-là, condescendre, qui, je pense, est important par Oui, rapport à la problématique que vous avez abordée là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose ou non. non, bon, tant pis. Oui, mais ce verbe condescendre au désir, oui, oui, il prend une importance avec ce qui vient d'être dit aujourd'hui, oui. Dans ce monde des non-dits, on ne condescend plus au désir. On n'a même plus la possibilité, la voie est barrée même, plus exactement. La voie est barrée.
il ne faut plus qu'on descende au désir. Ça serait une faute grave à envoyer en camp de concentration en Sibérie ou je sais pas où. Oui. Et une autre question, et après je me tais. Oh Euh, non. Vous parlez à un moment de partage avec une impossibilité de refoulement collectif. Le collectif m'a dérangé un peu. C'est cette notion de refoulement collectif. Je sais pas, j'ai dû associer avec l'inconscient collectif de Jung. Je n'ai pas compris ce refoulement collectif. C'est mal dit. C'est pas collectif, il faut que ça refoule partout. C'est pas le collectif au sens d'un collectif par rapport à D'accord. l'individu. Il faut que ça soit Ouais. dans la société en entier. Mais j'aurais dû employer un autre mot C'est qui est ambigu. Oui, une organisation collective du refoulement. ça c'est déjà mieux. C'est déjà moins mal. Parce qu'autant vous parlez d'identification collective, après ça veut dire ce que ça veut dire et on comprend. Mais refoulement collectif, c'est vrai que ça m'a un Oui, peu oui. dérangé. Ouais, c'est une petite erreur là. Ça prête à confusion. Oui. Le refoulement, c'est comme l'inconscient, c'est le sujet. On n'est pas dans Jung, hein. Ben non, Voilà. merci. Moi, Euh, bon, allez-y. je peux parler? Oui, Je sais oui. pas. Oui? Bonjour, bonsoir. Oui, euh, vous avez parlé par rapport aux valeurs, à un moment donné, vous avez parlé des figures de l'autre, l'altérité, bon, l'altérité radicale, et vous avez parlé des valeurs capitales. Et vous avez indiqué dans ces valeurs l'honneur, la dignité, le courage, le don de soi, le sacrifice. Alors, le sacrifice, là, j'ai un petit bémol parce que pour moi, le sacrifice, ça a quand même quelque chose qui a à voir avec la jouissance. Hmm, Et là, le sacrifice, hmm. On voit bien que tous les martyrs, quand ils se sacrifient, on voit bien passer sur leur visage une étrange jouissance, hein. Oui, eh c'est ben vrai. voilà. Donc là, bon, Parce que je parlais d'un ancien monde du temps des chevaliers. ah, d'accord, d'accord, bon, d'accord. J'ai résumé l'histoire au temps des chevaliers, où ce monde existait Oui, avec ses valeurs, et au monde qui commence avec l'industrialisation, la capitalisation, le capitalisme, hein, 19e oui, siècle. ah oui, d'accord. Bon, les chevaliers, d'accord. Mais Hmm. d'accord, bon, ok. Ah, donc, le capitalisme, ce qui est demandé comme sacrifice, c'est plutôt aux travailleurs, hein. Oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Moi, au moment de l'exposé, j'ai pensé beaucoup à Donald Trump. Bon. Ouais. Et, et voilà, qui va devenir potentiellement président alors qu'il est complètement recouvert d'affaires sordides. Enfin, je trouve que c'est quand même une belle image de ce que vous décrivez. Mm, Et, et je me disais que ce qui est marrant par rapport à la question du père qui interdit l'inceste, je lisais un article qui parlait de son rapport aux femmes, où l'article termine sur le fait qu'il a dit que sa propre fille était quand même super sexy, quoi. Ah ouais. Donc je trouve par rapport à cette question de l'interdit de l'inceste porté par le père et le monde dans lequel on est, le poids de cet homme, mm, c'est assez intéressant de voir que effectivement l'un des hommes qui pourrait redevenir un des plus puissants est complètement plongé dans l'inceste, Hmm. de manière débridée. Hmm. et la jouissance. Mm, Et la jouissance, bon, ça. mm. Et Ouais. l'autre chose que je me disais par rapport aux gens qui font rempart, il y a les psychanalystes, je pensais aussi aux journalistes, à certains journalistes, pas tous, mais Oui, peut-être. je Certains. pense parce que quand même, là, je lis des articles sur les narcotrafiquants, enfin les journalistes font un travail énorme de mettre au jour cette perversion. Hmm. Ils Mm, peuvent pas l'arrêter, mais ils passent quand même leur temps à la dire. Hmm. mm. Donc C'est vrai. Mm, je les mettrais, pas pour tous loin de là, mais j'en mm, mettrais une partie quand même du côté de ceux mm, qui laissent pas faire complètement la perversion sans jamais rien dire. mm. Sauf qu'ils ne sont pas tout à fait au bout de la chaîne, c'est qu'après eux, il y a les politiques. C'est-à-dire, Ah ben, les politiques, ils n'ont peut-être pas la même éthique que certains journalistes d'investigation. Derrière, il y a Ah les oui, ça politiques. c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Mm. Bah oui.
les articles, les rapports qui sont faits, ça termine dans des tiroirs. Oui, oui, absolument. Mais Mais il faut que ça existe quand même, bien sûr, parce que c'est repris dans des livres après, etc. Mais c'est écrasé. C'est écrasé par les magnats de la presse qui ont des positions politiques. oui, bah, d'ailleurs, effectivement, on voit qu'actuellement, le combat au niveau de la presse est énorme pour écraser toute possibilité pour les journalistes d'exercer finalement. Quand on a du Ouais. pouvoir dans les Mm. démocraties, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'achète des journaux et maintenant on s'achète des chaînes de télévision quand on a du pouvoir. Parce que Mm. c'est par là qu'on fait la promotion de la jouissance. Mm. J'ai appris qu'un milliardaire C'est français vrai. venait de s'acheter Marianne. Ah Donc, il oui, n'est pas encore au journal, mais c'est Euh, tout récent. J'aimerais mm. faire comment dire, enfin, vous exposez extrêmement bien qu'il ne suffit pas de parler pour faire discours, hein. Donc, oui, il s'agit exactement. de faire en sorte que dans la parole, pour que la parole passe au discours, il faut qu'il y ait circulation dans ce discours de quelque chose qui manque, qui fasse trou, qui fasse non-rapport. Maintenant, je ne sais pas s'il y a que le psychanalyste qui peut, comment dire, soutenir ou des sujets, enfin des personnes, des corps parlants, on va dire, des corps vivants parlants, à faire avec, comment dire, l'inconfort du non-rapport. Parce que finalement, on promet, enfin, le psychanalyste, Mm. j'ai envie de dire, Mm. il promet Mm. ça, de, Mm. de, de finalement vivre et faire avec, faire un usage de cet inconfort du Mm. non-rapport. Mm. Pas de le boucher. Euh, je crois que en vous écoutant, enfin, il apparaît quand même assez clairement que euh, parler, l'usage du Mm. symbolique et de l'imaginaire sert d'abord à boucher quelque chose. D'ailleurs, comment dire, le refoulement dont vous parliez, le refoulement, c'est vraiment l'expression de l'impasse de la pensée. Enfin, la pensée qui se retrouve en impasse conduit au refoulement. Mais s'il n'y a pas ce refoulement, il y a plus que la promesse de tous des psychotiques, c'est-à-dire il y a pas de discours du psychotique, hein, dans les cas de discours, en tout cas de Lacan, ou Mm. alors, est-ce il y a d'autres options? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, comment dire, nous sommes abreuvés, assommés d'images, Ah ouais. d'objets, justement, d'objets plus de jouir. Mais il me semble que ça a toujours été, simplement qu'aujourd'hui, ça prend une accélération, Mm. monstration, euh, Mm. comment dire, très, très forte. Mais c'est inhérent à l'être humain. Et je pense que tant qu'il va penser, sa pensée, pour certains sujets, pour certaines personnes, pas pour toutes peut-être, va se trouver en impasse. Donc, l'impasse va aussi conduire à s'affronter à quelque chose qui est de l'ordre du réel, Mm. comme le père, Mm. le père, la père version, cette fois le père tiret version, c'est la version du désir, donc du manque chez le père pour une femme, enfin pour Mm. qu'il montre à une femme, à ses enfants, que c'est dans cette idée-là, enfin que moi j'ai compris comme ça, quoi, en tout cas dans. Mm. Donc Oui. j'entends, moi je suis pas, enfin j'ai envie de me dire réaliste. Oui, il y a tout ça. Et alors? Et alors, faisons notre job, et puis il y aura de toute façon des gens en impasse qui viendront nous voir et bah, eh bien, nous ferons ce que nous savons faire, quoi. Mais de nouveau, aussi, le signifiant psychanalyste, il n'est pas univoque, hein. C'est quoi? Enfin, j'entends bien, comme vous l'expliquez, mais enfin, moi, je connais des personnes qui se disent psychanalystes, mais ils ne Mm. travaillent pas à la rencontre, à soutenir quelque chose de l'inconfort du réel. C'est pas confortable de nouer quelque chose avec le réel, c'est de structure. Mm. Voilà, Mm. je me tais. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais Moi, on est... peut-être, pardon. Oui, allez-y, oui, madame. Non, moi, peut-être, j'aurais rajouté quelque chose. Euh, c'est que par rapport à ce que vous ameniez tout à l'heure d'une psychotisation de la société en lien avec le discours capitaliste, René,
en lien avec le discours capitaliste, peut-être moi j'amènerais que c'est quand même l'alliance du discours capitaliste et du discours de la science avec ses effets de forclusion de l'impossible qui amène à la psychotisation de la société. C'est pas le discours capitaliste tout seul, Mm. euh, Ouais. parce qu'effectivement, la profusion des objets a pratiquement toujours existé, mais c'est parce que maintenant l'impossible est forclos Mm. par le discours de la science que, enfin, Mm. pour moi, on a ces effets de psychotisation de la société, mais, Mm. mais pas seulement du fait du discours capitaliste à l'œuvre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais je n'ai pas parlé du discours capitaliste, j'ai parlé Je ne d'un vous entends monde. pas, Monsieur Mm. Lucas. J'ai parlé, vous m'entendez pas? Ah oui, c'est bon, c'est bon. J'ai parlé d'un monde, j'ai parlé un peu sociologie dans ce triptyque. Je fais un peu de Mm. sociologie. C'est donc sur fond d'un monde capitaliste, mais je n'ai pas parlé du discours capitaliste dont on Néo-capitaliste. parle. J'ai parlé des non-dits. Mm. C'est juste d'ailleurs le discours, il n'y a pas de discours du capitaliste. C'est erroné. Enfin, il y a quatre discours. Le capitalisme, il fait pas partie du Euh, discours. Il ne fait pas discours au sens des quatre si, autres, mais bon, on a parlé comme d'un cinquième discours. Il y a eu beaucoup de oui, discours. oui, oui. Oui. Mais c'est un discours qui tourne rond, oui, qui tourne rond, oui, mais c'est pas un vrai discours, comme Lacan les a construits. Oui, c'est vrai. Enfin, il en parle quand même, très peu, mais il en Il en parle. parle quand même. Ouais, Oui. il en parle quand même. Ouais. Donc, c'était pas le discours du capitalisme que j'ai cité. Je crois que je n'ai pas prononcé cette expression, mais c'est le capitalisme au sens économique du terme, au sens marxiste. Là, voilà, mais le discours capitaliste, c'est autre chose. J'ai parlé des non-dupes. C'est ceux qui ne sont plus dupes de leur inconscient. C'est ceux qui sont plus dans la question du désir et de l'objet perdu. C'est ceux qui nous disent qu'il y a l'objet, il est là, c'est un objet de jouissance, il suffit d'acheter, il est là sur les étagères, et ça sera une jouissance continue. Sauf qu'ils sont obligés de le renouveler toutes les 5 minutes. Ah ben oui, ben oui. Voilà. Mais en continu, cet objet de jouissance, il est toujours là. Il faut que ça jouisse tout le temps. Voilà. Jusqu'au sujet lui-même qui devient cet objet de jouissance. Et comme employé, comme travailleur, il est employé comme ça. Hein, il est obligé. Voilà. Quand vous voyez la pornographie et tout ça, ça n'arrête pas de parler de ça. Tout est objet de jouissance. Mm. Sans fin. C'est sans fin. Parce que le monde de la pornographie, personne ne peut rivaliser, si je puis dire, sur les performances. Mais ce qui est présenté, tout le monde y croit. Et les obsessionnels encore plus que les autres, parce qu'ils rêvent de ça. Ben oui, mais ça marche pas comme ça. Mais on nous fait croire et on finit par croire que ça marche comme ça. Voilà, c'est un monde auquel on croit. C'est de la croyance. Et c'est ça qu'on a beaucoup de mal, nous, puisque la parole est invalidée. Elle a peut-être été jamais aussi invalidée qu'aujourd'hui, la parole. Mm. Regardez, sur un psychanalyste, on lui rit au nez quand il dit que vous êtes quoi, le psychanalyste? Vous voyez, voilà, il n'y a plus que la science. Donc, comment on prend ça? Je sais bien, on ne va pas baisser les bras. Moi, je ne baisse pas les bras, malgré mon grand âge, mais on va y aller quand Mm. même. Mais il faudrait que les jeunes, vous les plus jeunes, certains ici plus jeunes, ne baissent pas les bras non plus. Quoi qu'il arrive, on tient quelque chose qui est le cœur de l'humain. On appelle ça le désir, on appelle ça le bon. C'est ça, le désir parce que l'objet est perdu. Oui. Mais si l'objet il est là, on peut en jouir tout le temps, on est cuit. Mm. Autant déléguer à l'intelligence artificielle. Et on ne sait plus très bien. Dans ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez entendu, l'intelligence artificielle, bon, voilà, la fracture entre virtualité et réalité, on ne sait plus. On ne sait plus très bien, puisque quelqu'un peut parler à votre place avec votre voix. Et du temps que vous puissiez vous en rendre compte, vous serez déjà cuit, quoi. Cuit comme objet de jouissance vous-même. On jouit de vous en parlant comme vous, à votre place. Qu'est-ce qui reste? On a fait le tour, hein. C'est un cercle vicieux, oui. On ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'une fracture là-dedans, il faut faire une incidence, il faut faire un trou là-dedans, il faut refaire du trou, il faut que l'analyse refasse du trou. Oui, oui. Mm. Et Lacan disait nommer, c'est la seule chose qui fasse trou. Il faut nommer. Il faut on nomme avec nos analysants. Il faut qu'on nomme dans la société quand on prend la parole. Il faut nommer pour que ça fasse trou.
Il n'y a plus que ça. Donc, quand même, faire fondre du symbolique. Hein. Mhm. Bah, c'est-à-dire faire jouer la fonction paternelle, quoi. Aussi, oui. Que supportait la fonction paternelle, oui, mais derrière, ce Mhm. sont les lois du langage, tout simplement. Hein. Oui. Voilà. Mhm. Oui, oui, on est bien d'accord, oui, pour. Mhm. On a une lourde tâche. Ça a l'air prétentieux, ça a l'air grandiloquent, mais non, on a une lourde tâche. Les analystes qui veulent continuer à être analystes, vraiment analystes, hein, pas psychothérapeutes, pas psychologues, etc. Mais vraiment psychanalystes. Voilà. Peu importe le nom qu'ils portent, hein, mais qui fassent ce travail analytique qui a été fait pour eux. C'est-à-dire refaire du trou, du manque, du manque. Voilà. Mhm. Pas de manque, il n'y a pas de démarrage du désir. Voilà. Il n'y a pas de démarrage du désir s'il n'y a pas de manque et si l'objet n'est pas perdu. Et L'objet, oui, il y a voilà. une grosse confusion effectivement entre cet objet du besoin et l'objet du désir. C'est pas tout Mhm. évident, parce que quand les gens parlent d'objet, Mhm. pas les patients, parce que quand ils arrivent, ils ont déjà fait un petit bout de travail, ils sont un peu sensibilisés, mais dans le discours courant, par rapport à cet objet du besoin, qui est un objet, quoi, la touche, ou Mhm. et cet objet du désir, l'objet cause, on ne sait pas ce que c'est, on l'a tellement perdu qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, réussir à faire le bout de chemin entre effectivement cet objet cause du désir, cet objet petit a, et les semblants d'objets, ou pas semblants d'ailleurs, des objets vraiment réels dont on abreuve les gens sur toutes les pubs, réseaux et autres, c'est pas évident, je trouve, ce travail-là, faire ce chemin-là. Surtout que les objets du besoin, si vous y regardez de très près, il n'y a pas beaucoup de besoin chez l'homme puisqu'il est complètement dénaturé par le langage. La faim, la soif, Mhm. quoi Mhm. d'autre? Mais la Le faim, sommeil, le la faim, sommeil, c'est tout le sommeil, c'est tout de suite le sommeil. le menu devant le restaurant que vous regardez. Et là, c'est plus la faim, c'est vraiment c'est Là, il y a du désir, là. Mhm. le désir de manger. Voilà, les Mhm. restaurants. Donc, il y a très très peu de besoins chez l'homme qui sont tout de suite humanisés par le langage, c'est-à-dire dénaturés. Ouais. La soif, c'est pas la soif. Le verre d'eau, ça fait pas toujours soif pour tout le monde. C'est souvent le cidre, c'est le vin, c'est le champagne. Est-ce que c'est, on peut dire, j'ai faim de caviar, comme la belle. Est-ce qu'on peut avoir faim de caviar? Ben, il y a des gens qui ont faim de caviar hein, quand ils peuvent se. Voilà. Dans le moyen. Est-ce que c'est un besoin? Non, c'est un besoin perverti. J'ai cité, c'est un Dior, c'est un LVMH, c'est un BMW, payé pour nous. J'ai fait un C'est un petit. peu trop chiant aussi. Mais... Ouais. C'est très, je crois que c'est vraiment important de rappeler, comme vous le faites, que parler, c'est véhiculer un manque, un trou. Et Voilà. Mhm. c'est justement Mhm. ça qui pose problème avec l'IA, c'est qu'ils veulent Mhm. chosifier le langage. Ça devient un objet, Mhm. alors que le langage n'est pas un objet, puisqu'il Mhm. l'articulation des éléments épars inclut la question du trou, du non-rapport. Mhm. L'IA, bah, ça c'est manqué par l'IA. L'IA va pas être désirant, c'est-à-dire Mhm. trouer. Non. Enfin, c'est difficile d'essayer d'imaginer un algorithme, Mhm. enfin, une mathématisation enfin, du vide, du trou, du Mhm. non-rapport. Mhm. Oui, ça fait comme si c'était votre voix, mais c'est pas votre voix. Un singe, c'est un monde de singes, de singerie, un monde de singerie. C'est pas un monde d'ombre. Voilà. On revient à la caverne de Platon, mais retournez-vous quand même l'entrée, c'est de l'autre côté. Le monde, c'est de l'autre côté, c'est pas ce qui est sur la paroi, c'est pas les ombres sur la paroi. C'était formidable, le mythe de la caverne de Platon. Hein. Ça disait beaucoup de choses. Retournez-vous. Et là, on dit, je vous ai dit tout à l'heure dans le texte, vous avez entendu, on dit ne te retourne pas. Jouis, mon petit, mais ne te retourne pas. Voilà. Les gens qui se retournent, qui viennent sur un divan pour se retourner, justement, sur leur vie. Comment ça s'est fait tout ça? Je ne suis pas heureux, je suis Mhm. coincé. Mais l'analyste lui répond, mais comment ça s'est fait tout ça? Comment vous en êtes arrivé là? Bon, vous souffrez, d'accord, mais je ne vous donne pas de médicaments. Dites-moi, essayez de vous souvenir, comment vous en êtes arrivé là? Et là, des fois, il y a un déclic chez quelqu'un. Oui, comment j'en suis là? Ils n'en savent rien. Il faut qu'ils reprennent.
ou jusque la rémémoration peut aller, quoi. Hein. Mais il y a des choses qui sont plus là, qui sont là en tant que refoulées. Voilà. Comment vous, mon vieux, comment vous êtes arrivé là? C'est affreux, effectivement, mais comment vous êtes arrivé là? Voilà. Comme l'enfant qui met son doigt dans la fissure du mur et puis qui ne peut plus l'enlever. Et alors l'adulte, l'éducateur spécialisé, il connaît le truc, car il vient voir l'enfant et il dit, mais comment tu l'as mis ton doigt à l'intérieur? Parce que comme tu l'as mis à l'intérieur, tu pourras le sortir du même mouvement à l'envers. Et là, l'enfant sort son doigt de la faille à l'envers du mouvement qu'il a fait pour y rentrer. Il faut d'abord que nous sachions comment vous êtes arrivé là, par quel détour, par quelle courbe, comment vous avez mis vos doigts là-dedans et votre tête et toute votre vie. Il faut qu'on reprenne tout ça. Et ça étonne souvent les gens qui acceptent de faire ce chemin à l'envers. Et ça leur fait d'ailleurs venir Mhm. à la même chose. Voilà. Voilà. Mais ça, on ne veut plus. Les non-dupes, que j'appelle les non-dupes, hein. Les non-dupes ne veulent plus qu'on fasse ça. Ne te retourne pas, ne regarde pas comment tu t'es fourré là-dedans. Ne te retourne pas, jouis, jouis. C'est ce que dit la pornographie. On voit des gens qui n'ont plus de relations sexuelles parce qu'ils sont complètement enfermés. C'est beaucoup mieux. Il ne sort pas de son lit, il ne sort pas de chez lui, il se masturbe 25 fois par jour. Pourquoi il reste emmerdé à faire la cour à quelqu'un qui lui plaît ou à un corps qu'il désire? C'est vraiment, c'est chanté. Pourquoi? Pourquoi? Il faut un certain courage aujourd'hui, hein, pour aller chez l'analyste. Il faut un certain courage pour Oui, ça c'est sûr. se Mhm. retourner. Hein. Voilà. Mhm. Faut qu'on apprenne aux gens à se retourner. Pas comme une crête, mais se retourner sur le passé. Pourquoi Mhm. vous êtes arrivé là? Mhm. C'est les mêmes qui veulent, qui me disent, ah ben non, vous savez, j'ai 30 ans, nous les jeunes, on n'a plus de chéquier. Bon, alors on n'écrit plus, mais on parle plus, mais voilà, on a le téléphone portable, on fait des trucs vocaux, et après, vous voyez pas où vous allez comme ça? Vous voyez pas où vous allez? Il n'y a plus de contact, même des paiements, bien sûr, des paiements sans contact. Bon, il n'y a plus de contact entre les êtres humains, mais avec les paiements, maintenant, plus de contact. Mhm. Vous voyez? Non, mais ils ne se rendent pas compte, il faut les réveiller, voilà. Réveillez-vous. Wake up, wake up. Puisque maintenant, il faut parler anglais. Et qu'anglais. J'ai reçu cet après-midi une collègue, une psychologue, hein, voilà, qui était refusée, milieu universitaire, parce qu'elle avait un projet formidable qu'en tant que psychologue, même psychanalyste, on peut dire, mais psychologue en tous les cas, elle était refusée par l'administration parce qu'elle ne parlait pas assez correctement, non pas l'anglais, l'américain. Elle parlait pas assez, Oh. voilà. Comme elle parlait pas assez correctement l'américain, alors voilà. Elle n'a pas dit qu'elle parlait le français, parce qu'elle parle très bien le français, mais ça, on s'en fout. Il faut qu'elle parle l'américain, qu'elle comprenne toutes les nuances de ses étudiants voilà, en difficulté, parce que un sur deux est américain. Bon, je sais pas, mais elle est en France, elle est française, alors que c'est français, il ne peut pas rester un petit peu. Et alors, la qualité de la personne, qui est une qualité bien comme psychologue, c'est bien son métier, mais ça n'existe plus, la qualité dont je parlais avant, ces qualités, etc. C'est pas la qualité, c'est qu'elle soit adaptée, ça soit adapté à cette Mhm. jouissance. Il faut faire Mhm. jouer l'étudiant américain. Vous voyez, il ne faut pas qu'il fasse un effort de parler le français alors qu'il est en France, il fait des études dans des universités françaises, à la Sorbonne. Non, il ne faut pas. Il faut s'adapter. Voilà. Alors, il faut parler américain sans faute. Voilà, oui, c'est partout que ça vient. Les non-dupes sont entrés dans Paris. Voilà. Les loups sont entrés dans Paris. Et il y a que nous, on ne va pas convaincre même les journalistes ou surtout pas les politiques qui répondent plus. Il faut que nous, entre nous, les analystes, on se tienne un peu les couilles et on dise on est ce lieu pour l'instant, peut-être ce lieu pour l'instant où on est les seuls à refaire du trou, voilà, à réouvrir quelque chose de l'humain, sans lequel ça va être complètement suturé. Ça va être suturé. Le sujet sera plus divisé. Il sera un sujet plein. C'est-à-dire, il sera un moi, quoi. Un moi consommateur. On l'appelle consommateur, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Consommateur,
je ne sais plus comment, toutes ces expressions que l'administration a une jouissance à nous remplacer à la place de sujets, hein, consommateur, client, consommateur, Usager, usager, voilà, usager usager, de Voyager. l'hôpital. Mm. usager, voilà, usager de la drogue, les usagers, enfin, c'est délirant, voilà, des expressions, voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est grave. Je trouve que c'est grave. Bon, je ne veux pas pleurnicher, hein, je ne pleurniche pas, je fais mon boulot comme vous. Mais il faut savoir que l'heure est grave, si je puis dire. Hein. Oui, c'est sûr. Des personnes en Mm. situation de handicap, enfin, c'est handicapé, tout simplement. On est aveugle, on n'est pas Mm. on est Mm. handicapé, Mm. on est Mm. malvoyant, si vous voulez. Mais peut-être l'administration qui nous a imposé des expressions, des syntagmes comme ça, qui sont d'une Mm. bêtise, qui sont Mm. soi-disant pour respecter les gens. C'est le contraire qui se passe. Mm. Excusez-moi. Bon, ben voilà, il faut peut-être un peu qu'on se quitte. Monsieur Ragadbas nous a quittés, nous a dit au revoir. Je vais lui dire au revoir aussi. Avant que tout le monde s'en aille un par un, on va peut-être s'arrêter. Bon, on fera ça la prochaine fois, ça sera le 20 juin. J'essaierai d'être plus positif. Mais vous voyez, il ne faut pas que la psychanalyse meure. Ah, oui. Sur ce que vous disiez qu'avec les choses qui disent leur contraire, on pense à 1984, Oui, Ah oui, c'est vrai. avec le ministère de Ouais. l'Amour, et les mots qui disent absolument leur contraire. Il y tient beaucoup dans son livre, hein. Mm. oui, oui. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Ah oui, clairement, c'est Mm. vraiment ce monde-là, hein. Mm. 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 Il avait un peu d'avance. Ouais. Ah oui, et puis les écrans qui regardent d'un côté et de l'autre, ben, on est complètement dedans. Ouais. Très bien, je vous remercie de votre présence. Et si vous voulez être la prochaine Merci. fois, ça sera la fin. Peut-être, je ne sais pas si ça sera un feu d'artifice, mais on essaiera que ça soit correct. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin, pour ce qu'il en reste. Et dans 4 semaines, oui, dans 4 semaines. Oui, le 20 juin. Dans 20 jours. D'accord. Au revoir. Bonsoir. 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 Bonsoir à Merci. tous. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Merci.